Bonjour messieurs, installez-vous, je vous en prie. Bienvenue. Merci, bonjour. Donc, dans ce studio qui est plutôt destiné, on va parler beaucoup d'innovation, on va parler donc de data avec vous. Eh bien, pour commencer, je vais vous inviter en fait à présenter vos deux entreprises. Ça tombe bien, chacun avait apporté un petit film pour nous présenter les sociétés. Donc, avec un premier film sur la société Weborama. When we're surfing on the internet, whether we're on our computer, smartphone, or tablet, at any time of the day, we're exposed to a lot of text content. In fact, the web itself can be considered as an immense corpus. Our semantic engine, Big Fish, uses NLP, natural language processing, and is able to extract all relevant words from millions of documents, depending on the context in which they appear. Using complex statistics and machine learning techniques, Big Fish can then reveal how words are connected to each other and group them into semantic clusters. A semantic cluster like fashion actually represents a user center of interest. Banking, music, sports, luxury. Hundreds of semantic clusters are created by Big Fish, altogether making what we call a generic taxonomy of the web. Let's go back to our main character, now surfing on the internet. We can apply our NLP engine to the article he's reading and highlight all the words that may indicate centers of interests. From these associations of words, we understand that our internet user expresses interest in finance and also in sports. Through his various internet ventures, we'll crawl all consumed content, and using semantic matching technique, we'll build an anonymous profile with affinity indexes from 0 to 20 on hundreds of criteria. The affinity index of all users on specific criteria depend on the volume, the relevance, and the frequency of associated consumed content. A database of billions of consumer profiles in the entire world is therefore created and updated in real time. That's Big C. Big C is linked to Big Fish via semantic matching. But Big Fish allows you to go deeper than the generic level and to create your own custom centers of interest, your own taxonomy with no limits. Let's say you work in the tourism business. You will need to go beyond the general interest for tourism to know the specific topics your consumers are actually into. French tourism or US West Coast tourism, for example. Even more, you would need to differentiate Paris museums and the French lovely countryside. The possibilities are endless and can even be completed with custom add-ons. Geolocation, weather, transactions, Internet of Things, open data, etc. Where do you go from this? That's what we're here for. Et alors, je vous propose d'enchaîner sur un autre film, cette fois-ci, qui nous présente un peu la société TIDS, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, qui va permettre ensuite de s'installer autour de la table pour pouvoir discuter. Allez, installons-nous. Parler un peu de cet univers. Vous avez compris que ces deux sociétés
ont quand même des partenaires particuliers. Ce sont les médias, naturellement, vous travaillez beaucoup. Alain Lévy, Weborama, pour vous, quand on parle d'or noir, c'est la data. Pour vous, c'est au cœur de l'activité, la data. Oui, alors la data est au cœur de notre activité, mais elle est aussi au cœur de l'activité de toutes les entreprises aujourd'hui, puisque toutes les entreprises doivent se transformer pour arriver à vendre plus de produits, à diminuer leurs coûts, à être plus en phase avec du temps réel et de l'automatisation. Et pour ça, la data, c'est le véhicule, c'est le cœur du sujet. C'est ce qui permet de comprendre le consommateur. C'est ça qui est au cœur du sujet aujourd'hui, la connaissance scientifique du consommateur qui permet d'envoyer, comme on vient de le voir, le bon message au bon endroit, aux bonnes personnes, au bon moment, dans le bon contexte, etc. Et le partenariat avec les médias, aujourd'hui, les médias, c'est vraiment les partenaires privilégiés pour vous? Oui, alors les médias, alors on va y revenir évidemment, sont dans une situation économique qui est assez compliquée. Leur contenu, c'est à mon avis ce qui va les sauver, ce qui va faire que les années qui viennent peuvent être formidables pour les médias, parce qu'elles sont à la source, à l'origine de cet or noir dont vous parlez, et c'est à eux de bien gérer la manière dont ils vont exploiter ce contenu. Le contenu est au cœur de tous les sujets, et la manière dont ce contenu est exploité va être absolument cruciale dans les mois et années qui viennent pour les médias. Mais est-ce que ça veut dire que pour une société comme Weborama, aujourd'hui, votre collaboration ne se limite pas qu'à l'univers publicitaire, puisqu'on a compris à travers le film que pour vous, c'est voir ce que les internautes vont voir justement sur les sites notamment, et pourraient utiliser ces données, mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est aussi à des fins éditoriales? Ah oui, alors absolument, la compréhension du contenu est absolument clé dans tous les sujets. Alors évidemment, le point de vue publicitaire, le point de vue média, dans le sens optimisation des contacts avec les individus, les consommateurs. La gestion du contenu est un vrai sujet, mais on va plus loin que ça, parce que pour les entreprises, il s'agit aussi de mieux comprendre leur univers concurrentiel, l'écosystème dans lequel ils sont. La data va contribuer. Et cette data dont on parle, celle qui provient de notre univers, va contribuer demain à définir le design des produits. Donc c'est un sujet qui va largement au-delà du sujet pur des médias. Geoffrey Larroquin, du côté de TIDS, aujourd'hui, est-ce que data et publicité font bon ménage? Je dirais que c'est essentiel aujourd'hui. Il y a un vrai problème sur le marché publicitaire digital aujourd'hui. C'est qu'il faut s'assurer que la publicité soit efficace. Aujourd'hui, il faut parler d'efficacité dans la publicité. Trop souvent, trop longtemps, c'est encore le cas aujourd'hui, quand un annonceur achetait une campagne de publicité en digital, finalement, il achetait ce qu'on appelle 200 impressions publicitaires, comme quand vous imprimez quelque chose dans la rue pour faire de la publicité, mais des impressions publicitaires digitales. Sur ces 200 impressions, finalement, il n'y en a que 100 qui sont vues. Il y a un vrai problème de visibilité des publicités sur le digital. Sur les 100 qui sont vues, parfois certaines sont vues par des robots, ce qu'on appelle la fraude publicitaire. Et puis derrière, il n'y en a peut-être que 20 ou 25 qui sont vues par le bon utilisateur. Si vous ciblez une population qui a entre 25 et 49 ans et qui aime le sport ou qui aime l'automobile, il faut s'assurer que la publicité va vers les bonnes personnes. Et c'est essentiel. C'est pour ça que nous travaillons avec beaucoup de sociétés, et notamment comme Weborama, pour s'assurer qu'on puisse délivrer le bon message à la bonne personne. Et puis derrière, il faut adapter la publicité pour qu'elle soit moins intrusive. C'est-à-dire qu'en diffusant la bonne publicité à la bonne personne, finalement, on lui rend plutôt service, en tout cas dans un centre d'intérêt, sans aller après vers du retargeting un peu trop poussé qui peut agacer aussi les utilisateurs. Alors, je vous pose toutes ces questions assez basiques, c'est pour poser un peu le décor. On a une table ronde aujourd'hui, une séquence qui s'appelle « Vers un nouvel ordre mondial ». J'ai envie de vous poser à l'un et l'autre cette question, c'est est-ce que aujourd'hui, c'est une chance d'être français, d'être européen dans ce nouvel ordre mondial, Alain Lévy? Bon, ça c'est chaud comme question, parce que je pourrais vous répondre, ouais, absolument, c'est formidable, parce que la France, c'est un pays génial, il y a plein d'innovations, ce qui est vrai, il y a des talents, ce qui est vrai, mais on est en face d'une situation aujourd'hui qui est quand même
extrêmement complexe. C'est-à-dire que les derniers chiffres qui sont sortis montrent quand même qu'en 2018, on a 21% de croissance aux États-Unis sur notre univers, alors qu'il y a 3% en Europe. On a 18% qui sont prévus l'année prochaine aux États-Unis. La même chose, 3% au mieux en Europe. Donc on est dans un univers qui est quand même extrêmement complexe. On est, de mon point de vue, pas du tout aidé par la mise en œuvre du GDPR, de la réglementation sur la vie privée. On va en parler dans quelques minutes. Mais du coup, le nouvel ordre mondial, on n'est pas vers un nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, il est établi. Vous avez Google, vous avez Facebook, vous avez Amazon, qu'il ne faut pas oublier, qui est devenu un acteur majeur de notre secteur dans les dernières années. Et donc, il faut effectivement rivaliser d'ingéniosité, de qualité technologique et scientifique, d'une capacité d'internationalisation. Il faut aller les chercher chez eux aussi. Pour des acteurs de petite taille en face de ces acteurs monstrueux, ce n'est pas évident. Néanmoins, c'est notre mission, à mon avis, collective, d'aller les gratter chacun sur un point pour avoir une chance de préserver une forme de souveraineté européenne. C'est un grand mot, mais c'est vrai, d'avoir des entreprises européennes qui arrivent à avoir un rôle intéressant au niveau mondial, et puis peut-être qu'à un moment donné, en fédérant un petit peu toutes ces énergies, on arrivera à faire un peu mieux. Mais aujourd'hui, on est en face d'une déferlante et il faut faire face. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut trouver son créneau, qu'il faut trouver à un moment donné l'interstice sur un marché où vous avez la possibilité de vous développer? C'est-à-dire que là, on arrive au moment où il est presque trop tard. C'est-à-dire que depuis, moi je suis dans ce métier depuis une vingtaine d'années, et on les a vus venir, les entreprises, et on a vu les dangers, ils ont été pointés, et néanmoins, comme on est dans un univers où le trimestre en cours l'emporte toujours sur la vision long terme, la solution du comment est-ce que je vais boucler mes chiffres sur le trimestre, comment est-ce que je vais pouvoir réaliser mes objectifs court terme, comme les réponses elles sont apportées par Google, Facebook et Amazon, petit à petit elles ont grignoté un terrain extrêmement important. Maintenant elles ont cloisonné complètement leur univers, les fameux wall gardens, et c'est des sociétés qui posent un vrai problème d'écosystèmes variés à l'ensemble de la société, et donc il est temps de réagir, oui. Alors pour apporter de l'eau à votre moulin, il y a hier ou avant-hier, la société d'études eMarketer, qui fait souvent qui a un statut de juge presque sur le marché, a annoncé pour 2019 à peu près un peu plus de 300 milliards de dollars de recettes publicitaires dans l'univers d'Internet pour 2019, dont 200 pour les trois que vous citiez, à savoir Google, Facebook et Amazon. Geoffrey Larroca, est-ce que dans cet univers-là, on a encore de la place? Est-ce qu'il y a encore des perspectives? Est-ce que, je reviens à ma question, est-ce que français, c'est être français ou européen? Parce qu'on peut dire que Tids aujourd'hui est presque européen, c'est une chance. Alors, je pense que c'est d'autant plus difficile qu'en France et même en Europe, on n'a pas les mêmes capacités de financement. Donc il faut comprendre que les géants naissent parce qu'à un moment, il y a des gens qui investissent massivement, des centaines de millions d'euros. Quand on regarde les levées de fonds en Europe, finalement, on se rend compte qu'il y a très peu d'acteurs qui captent des gros montants au-dessus de 100 millions d'euros. Et c'est ce qui fait que c'est plus difficile, effectivement, de créer quelque chose depuis la France. Mais ce n'est pas impossible. Tids est peut-être un bon exemple, même si on est encore tout petit par rapport à des grandes plateformes comme Google et Facebook. Tids aujourd'hui a son premier marché qui est aux États-Unis. Donc on a été créé à Montpellier il y a quelques années, en 2011. C'est là qu'on a toujours plus de 130 ingénieurs et avec notre centre de R&D. Mais les USA sont notre premier marché aujourd'hui. Le deuxième, les UK, le troisième est la France. Donc nous, on a analysé la situation ces dernières années. On a compris qu'effectivement, il y avait une part importante des budgets publicitaires qui étaient vers ces grandes plateformes et qu'il fallait trouver une alternative. Il fallait construire une alternative. Et puisque la thématique de cette journée, c'est médias en scène, eh bien chez Tids, nous pensons que les médias, les éditeurs partout dans le monde doivent s'unir pour contrer ces grandes plateformes. En fait, quand on analyse le surinvestissement de ces plateformes, finalement, pour les annonceurs, il ne faut presque pas leur jeter la pierre. C'est que Google et Facebook vous captent toute la journée avant même que vous consommiez un média. Aujourd'hui, le point d'accès à un média, c'est le moteur de recherche, par exemple Google, les newsfeeds, par exemple Facebook, Twitter, LinkedIn.
Et finalement, ces grandes plateformes vous captent avant même que vous consommiez un contenu, que vous lisiez un article des Échos, de France Info, un article de l'Équipe. Et finalement, c'est ce qui fait leur force aujourd'hui. Donc, trop souvent, on va dire qu'historiquement, les médias ont compris qu'ils étaient concurrents entre eux. Ils commencent seulement maintenant à se rendre compte qu'ils sont plutôt, doivent être partenaires. Si on met les médias ensemble, on arrive à avoir une puissance similaire à Google et Facebook. Par exemple, en France, Tids, qui a donc uni la plupart des grands éditeurs, touche 88% de la population, quand Facebook touche 85% et YouTube 84%. Donc en unissant les éditeurs, on arrive à proposer une puissance similaire. Et puis une fois qu'on a monté quelque chose qui est aussi puissant, on attaque ces grandes plateformes sur des sujets, je reviens sur l'efficacité. Aujourd'hui, et c'est pas Tids qui le dit, c'est un des plus grands annonceurs dans le monde qui s'appelle Procter & Gamble. Quand Procter & Gamble achète des publicités vidéo sur Facebook, elles sont vues en moyenne 1,7 secondes. Chez Tids, en moyenne, c'est 11 secondes. Donc en fait, ça veut dire qu'une vue sur Facebook est beaucoup moins, une publicité sur Facebook est beaucoup moins valorisante pour l'annonceur que sur l'Équipe, que sur France Info, que sur les Échos. Donc une fois qu'on a créé cette puissance, on peut aller chercher évidemment l'efficacité publicitaire et évidemment le contexte. Alain parlait tout à l'heure des contenus. Je pense qu'effectivement, c'est ce qui doit représenter l'avenir des médias aujourd'hui. Et les annonceurs doivent penser au contexte dans lequel ils diffusent des publicités. C'est pas la même chose d'être dans une plateforme incontrôlable avec du contenu généré par les utilisateurs que d'être dans un article des Échos qui a été écrit par un journaliste, validé par son rédacteur en chef et sous l'égide d'un directeur de la publication, qui est un statut légal en France. Et au moindre problème, ces directeurs de la publication sont convoqués au tribunal, ce qui n'est pas le cas de plateformes comme Google et Facebook en France. Alors, il y a une particularité quand même, je posais la question de cette chance peut-être d'être français. On sait aussi qu'en France, on a une population qui est parfois publiphobe, ou en tout cas qui, par exemple, la France est quand même recordman du monde, je crois, en ad-blocking, ces logiciels dont on équipe nos ordinateurs pour échapper à la pub, justement. Est-ce que c'est pas aussi un frein aujourd'hui sur le territoire français, Alain Lévy ? Bon, moi je suis assez sceptique, au fond de moi, sur la publiphobie des Français. Je crois qu'il y a un vrai sujet sur la question de l'intrusion dans la vie privée, mais que le sujet, il est posé un peu de traviole, parce que... et c'est une étudiante à Sciences Po, il y a quelques années, j'intervenais dans un cours, et elle me disait, moi... Si vous vous adressez à moi en tant que citoyen, j'ai un vrai problème. Parce qu'il y a certaines informations, enfin la plupart des informations qui me définissent en tant que citoyenne, je souhaite les conserver, les contrôler. En revanche, en tant que consommateur, consommatrice, j'ai aucun problème. Allez-y, au contraire, apportez-moi des idées qui sont en ligne avec mes centres d'intérêt, etc. Et tout ce qu'on a mis en place au niveau juridique ne fait pas cette distinction. Donc évidemment, si on associe la publicité à la partie citoyenne de notre vie, il y a un clash qui pose un problème. Mais c'est pas le cas, et je suis convaincu qu'on n'a pas ce problème. Donc je pense qu'on va y revenir sur la question de la réglementation, parce que ça définit un petit peu notre industrie aujourd'hui. On va y venir maintenant, puisque donc depuis le 25 mai, en France et en Europe, a été mis en place le RGPD, comme on dit, le règlement pour la protection des données. Est-ce que ça veut dire ce qui était perçu au départ comme peut-être une protection pour les internautes, ou en tout cas un système préventif pour éviter peut-être les excès, pour pouvoir contrôler, est-ce que ça s'avère contre-productif pour des activités comme les vôtres ? Alain Lévy, vous avez l'air très réactif sur ce sujet. On demandera à Geoffrey après. Ouais, non, mais moi, c'est un sujet qui me passionne, parce que c'est évidemment un sujet qui est fondamental et que c'est le sujet de développement durable de notre industrie. Où normalement, tout le monde est logé à la même enseigne, y compris Google et Facebook. Oui, normalement. Le RGPD et l'ensemble des lois sur la vie privée a deux objectifs. Il y a un objectif avoué qui est de reconnaître, de protéger la vie privée des internautes et d'unifier la réglementation au niveau européen. Ce qui est formidable. Si l'Europe veut peser en tant qu'entité au niveau international, c'est important qu'on ait des lois qui soient cohérentes d'un pays à l'autre.
Auparavant, ce n'était pas le cas. On avait des directives, et ces directives, elles étaient transposées pays par pays, et on avait un truc qui n'allait pas du tout. Donc c'est un superbe objectif. Et puis il y en avait un objectif un petit peu moins officiel, qui est contrebalançons le pouvoir des plateformes américaines. Quand on voit la manière dont les choses ont été mises en place, on n'a atteint aucun des objectifs aujourd'hui, parce que le débat a été déplacé de la notion de protection de la vie privée à la notion de consentement. Le consentement, c'est un élément, mais ce n'est pas l'élément central. Or, il se trouve que ces grandes plateformes, le consentement, elles l'ont, puisqu'elles sont en contact en permanence avec les individus sur d'autres sujets que la publicité. Que ce soit, si vous voulez être sur le moteur de recherche, il faut me dire OK sur les conditions générales, Apple, etc. On ne va pas aller en détail une par une, mais elles ont toutes ce consentement. Donc quand on est arrivé sur une loi qui dit finalement je ne peux vous envoyer une pub et exploiter votre donnée que si vous avez donné votre consentement, et ben on se retrouve avec un vrai problème, parce que pour des acteurs comme Tids et comme Weborama qui n'ont pas le contact direct avec l'utilisateur. Quand moi je vais taper à la porte de l'utilisateur et que je vais dire bonjour, je m'appelle Weborama, est-ce que tu veux bien que j'exploite ta donnée? Il va dire mais je te connais pas, dégage. Alors que Google, Facebook, etc., c'est oui bien sûr, de toute façon j'ai pas le choix. Et une fois qu'on a dit, enfin quand on a dit oui une fois, on dit oui pour tout le temps. Oui, mais c'est un énorme problème par rapport à notre nouvel ordre mondial, parce que comment voulez-vous innover? Comment voulez-vous investir? Comment voulez-vous mettre les centaines de millions d'euros dont on parlait Geoffrey dans un univers où on a ce truc, cette épée de Damoclès qui pèse sur l'ensemble des acteurs? Donc la loi, formidable, il faut y aller, c'est évident, il y a des objectifs qu'on doit remplir, mais la mise en œuvre, alors depuis le 25 mai, on peut en parler, mais c'est quand même assez chaotique, parce que justement, les choses ne sont pas très claires, qu'il y a des conflits, qu'il faut les mettre à jour. Donc la mise en œuvre, elle doit être smooth, elle doit permettre aux acteurs qui ne sont pas en prise directe avec l'utilisateur de développer leur business. Geoffrey Larocque, est-ce que vous partagez? Vous nous aviez fourni un slide pour nous expliquer que globalement le consentement était assez fort dans les populations en Europe. Oui, parce que tel qu'il est présenté aujourd'hui, finalement, c'est assez simple. Vous avez les petites bannières « j'accepte » qui vous ennuient, donc vous cliquez sur « j'accepte » très souvent. Après, si on était très clair dans justement présenter toutes les sociétés qui vont aller chercher vos données, je pense que les utilisateurs seraient moins enclins à apporter leur consentement. Effectivement, tel que ça a été mis en place, nous on observe que en Europe, il y a un taux très faible d'utilisateurs qui refusent de donner leur consentement à des fins publicitaires. Ces chiffres viennent de la plateforme Tids. En France, c'est seulement 4% des utilisateurs qui refusent de donner leur consentement. Mais je rejoins tout à fait ce que disait Alain tout à l'heure. Il y a une vraie différence entre vous avez des notifications sur la dernière photo Instagram que vous venez de poster de vos amis, vous avez absolument envie de voir qu'est-ce qui a été écrit sur cette photo comme commentaire. Et bien en ouvrant l'application, le lendemain, le 25 mai, on vous a dit en fait, tu ne vas pas regarder les commentaires, il faut d'abord que tu acceptes ça. Évidemment, quand on a un service, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, là où les médias sont menacés, c'est que, comme les médias, même si je pense que autour de cette salle, vous avez certainement des applications, vous êtes peut-être abonné à des médias, et c'est très bien. La plupart des gens, aujourd'hui, consomment 10 à 15 marques médias par jour. Vous allez regarder l'Équipe le matin, 20 minutes le midi, les Échos l'après-midi, peut-être Marmiton le soir. C'est très différent d'être sur Facebook toute la journée, sur Instagram, et donc c'est beaucoup plus facile pour eux, effectivement, de recueillir un consentement. Ça a créé surtout, vis-à-vis de toutes les différentes entreprises, ça part évidemment d'une bonne intention, et il faut que les entreprises suivent tout à fait ces réglementations. Je pense que la privacy est un élément essentiel, mais ça a été un investissement colossal financier pour tout un tas d'entreprises européennes qui est pas du tout un avantage concurrentiel par rapport à d'autres acteurs qui sont ravis d'ailleurs. Finalement, c'est une armée de lobbyistes de grandes plateformes américaines qui ont poussé à ce que le consentement arrive parce que c'était intéressant pour eux. Donc vous voulez dire que ce qui devait être au départ un système de protection européen et qui devait s'appliquer à tous se retourne en fait contre ces initiateurs? Ce qui se passe, c'est que et la réglementation, elle n'est pas si mal faite que ça. Hein. Il y a 6 modes de récolte, 6 bases légales pour exploiter la data des individus et des consommateurs. Tout a shifté, tout a basculé vers le consentement. Pourquoi ? Parce que les grandes plateformes ont dit « moi c'est comme ça et pas autrement ». Donc si tu veux bosser avec moi,
il faut que tu aies la même approche. Donc nous, on a choisi une approche différente. On a choisi l'intérêt légitime. Si votre fonction et l'occupation prioritaire de votre entreprise, c'est précisément d'exploiter cette donnée et que vous pouvez démontrer que c'est pas nuisible à l'individu, vous pouvez exploiter ça. Sauf qu'on est dans un univers technologique où les informations s'échangent de manière électronique et qu'il faut convenir ce qu'on appelle le framework, donc d'un cadre dans lequel les informations sont échangées. L'IAB a défini un cadre. L'IAB, c'est l'Internet Advertising Bureau. Un grand nombre des acteurs européens a suivi ce cadre, sauf que le 25 mai au matin, Google a dit moi, ce truc-là, je ne connais pas. Et donc, à partir du moment où vous ne pouvez pas bosser avec Google et que Google vous exclut de toute chaîne, le marché, le jour même, il était presque fermé, quoi. Ça a été très, très complexe. Donc, il y a l'esprit et il y a la manière dont on l'implémente. On est au tout début, mais c'est vrai que je pense que ça fait mal au marché européen aujourd'hui et qu'il faut qu'on arrive à trouver une façon de mettre les choses en œuvre de manière à ce que ce marché existe. Geoffrey Larocca, pour vous, la même chose. Ce RGPD, c'est un boomerang qui nous est revenu dans la figure. Ça partait effectivement d'une bonne intention, mais c'est revenu dans la figure. Et je pense d'ailleurs que toutes les institutions européennes se sont rendues compte, ça s'est passé le 25 mai. Pour comprendre cela, on ne va pas rentrer dans les détails de l'écosystème publicitaire digital, parce qu'il est assez compliqué. Mais il faut comprendre aujourd'hui que des grandes plateformes sont à la fois une plateforme de search, par exemple, mais à la fois le tuyau publicitaire pour envoyer les publicités. Et à partir du moment où ils décident, eux, de couper ce tuyau, ça met à mal toute l'industrie publicitaire qui est autre que celle des grandes plateformes. Donc les médias, évidemment, sont les premiers à en souffrir. Donc je pense que ça n'avait pas été du tout anticipé. D'ailleurs, ça a été une grosse surprise pour la plupart des institutions. Mais par contre, ça avait été très bien anticipé côté grandes plateformes. Maintenant, les choses sont mises en place. Je pense qu'on va apprendre. Google va sûrement rentrer dans le rang prochainement de ce framework l'IAB. Il faut juste comprendre une chose, c'est que la privacy est un élément essentiel. Et aujourd'hui, il n'y a pas de transparence sur ce que font les grandes plateformes de mes données. Ils essaient de faire beaucoup de choses, mais je pense que faites des expériences à droite à gauche sur les plateformes que vous utilisez, peut-être de messagerie, et échanger des messages sur un sujet. Sans avoir fait de recherche par ailleurs, vous allez voir bizarrement des publicités qui concernent ce sujet. Je trouve que ces plateformes ne sont pas assez transparentes et il faut mettre en place des logiques de transparence. Donc nous, c'est ce qu'on fait avec la plupart des annonceurs avec lesquels on travaille. On dit qu'on est une plateforme qui est totalement transparente. On ouvre le capot de la voiture, vous contrôlez tout ce que vous voulez contrôler. Et demander aux grandes plateformes de faire la même chose, ça n'arrive pas. Alors on va ouvrir. Oui, je peux donner peut-être une note quand même un peu moins pessimiste que ce qu'on vient d'écrire, parce que nos clients, nos partenaires, que ce soit les médias, que ce soit les annonceurs, aujourd'hui, ils ont leur propre démarche aussi, et ils ont leur propre critique de ce qui est en train de se passer. Et ils voient aussi que la dépendance de l'écosystème à ces acteurs-là est un vrai problème. Alors ça a bien servi parce que ce sont des acteurs efficaces, hein, évidemment. Mais aujourd'hui, il y a une vraie volonté, que ce soit en Europe ou même aux États-Unis, de trouver des alternatives. Et ça, c'est notre chance. Parce que nous, on propose des alternatives à ces plateformes. Alors, sur certains sujets, et on revient au début du débat, mais ensemble, on peut proposer des alternatives qui sont tout à fait crédibles, qui sont tout aussi efficaces et qui ont la même puissance. Il ne faut pas se tromper, hein. On voyait tout à l'heure le chiffre de 1,2 milliard d'individus. Chez Weborama, c'est pareil. On a 1,2 milliard de consommateurs en base de données. On est costaud. On est costaud. Maintenant, il faut qu'on ait les moyens de nous exprimer. Il y a de nombreux annonceurs, il y a de nombreux publishers qui sont beaucoup plus prêts aujourd'hui à prendre le risque de bosser avec des entreprises un peu plus petites, mais qui intègrent peut-être un peu mieux les valeurs dont ils veulent se rapprocher aujourd'hui. Merci, messieurs. Merci pour ces explications. On comprend mieux pourquoi il faut protéger les abeilles et les sauver. Merci à vous, en tout cas.